Bonjour à toutes et à tous, ça y est, l'Alpha 7 IV de chez Sony vient d'arriver, on a pu le prendre en main et le tester et on va donc vous faire notre retour dessus tout de suite. Il y a quelques semaines, on vous avait fait une vidéo pour vous présenter les différentes caractéristiques de l'Alpha 7 IV et les nouveautés qu'il y avait sur ce boîtier au moment de son annonce. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller la voir, il y a une fiche qui va s'afficher en haut puisque on ne va pas revenir sur ce que l'on a dit dans cette vidéo. Le but, ça va vraiment être de vous parler de la prise en main, des différences qu'il y a par rapport à l'Alpha 7 III puisqu'il y en a un nombre assez important, et également de tester la sensibilité, la stabilisation, le poids des fichiers, etc. Pour commencer, la première chose qui marque au niveau du design, c'est que le boîtier est plus large que l'Alpha 7 III. On se retrouve sur la même largeur au final que l'Alpha 7S III par exemple. Ça a un principal avantage, c'est qu'en prise en main avec des grosses optiques, c'est plus agréable parce que justement, on a une bonne prise en main, on a la main qui prend tout le boîtier et on n'a pas l'impression de devoir serrer plus que nécessaire, notre main est parfaitement bien positionnée. Après attention, là on parle pour des mains d'hommes plutôt grandes, si vous avez des toutes petites mains, ça risque d'être un petit peu plus embêtant pour vous. Le plus gros changement au niveau du design, c'est l'écran qui est maintenant complètement réversible. On peut donc s'en servir pour se filmer, mais également pour faire des photos dans des angles un petit peu particuliers. Également au niveau de la molette des menus, on n'a plus un mode spécial vidéo. On va en fait avoir un second switch juste en dessous de la molette pour passer de photo à vidéo ou au mode ralenti et accéléré. Ça a un avantage, c'est qu'avant, quand on voulait changer de mode manuel à mode priorité ouverture ou priorité vitesse, par exemple, lorsque l'on voulait faire de la vidéo, c'était dans les sous-menus du boîtier sur l'Alpha 7 III, donc on perdait un petit peu de temps à le faire. Là, ça sera beaucoup plus rapide puisque justement, c'est directement accessible sur le boîtier. Également, dans les changements notables, le bouton vidéo est passé sur le dessus, il n'est plus à côté du viseur et ça c'est très agréable parce que le bouton vidéo du 7 III était assez mal placé et généralement on avait vraiment besoin de le viser en particulier, il ne tombait pas sous la main naturellement. Là c'est le cas, il est juste à côté du déclencheur, il est facile à trouver et donc pour ceux qui filment régulièrement, ça sera plus agréable. Également, lorsque l'on utilise de l'automatisme, même si ce n'est que pour les ISO, la roue qui sert à la compensation d'exposition, désormais elle est cliquable, donc on va pouvoir la verrouiller pour qu'elle ne puisse pas bouger. Et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on ne va plus changer l'exposition involontairement juste en faisant glisser la roue. Et donc on ne fera plus de photos surexposées ou sous-exposées simplement parce qu'on a oublié de vérifier nos réglages et que par mégarde notre roue a glissé. Et également, à l'arrière, le joystick qui sert à déplacer la zone de mise au point est plus agréable. On retrouve le joystick que l'on a notamment sur l'Alpha 7S III. Et même si c'est du détail, c'est un confort supplémentaire lorsque l'on prend des photos régulièrement en utilisant le joystick. Même si maintenant sur les boîtiers Alpha 7, on sait très bien que c'est de moins en moins nécessaire puisqu'avec notamment l'IAF qui est incroyablement performant, on n'en a plus beaucoup besoin. Et c'est encore plus vrai sur l'Alpha 7 IV, l'IAF est encore plus réactif, on a l'impression que sur l'Alpha 7 III, même s'il était déjà excellent sur l'Alpha 7 III, là on a vraiment l'impression qu'il ne bouge pas de l'œil dès qu'on déplace l'appareil, aucun souci, il sait parfaitement où aller. Si vous êtes intéressé ou avez besoin de conseils sur l'Alpha 7 IV ou tout autre type de matériel photo vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Au niveau du port SD également, la trappe a été améliorée puisque désormais il faut glisser vers le bas puis glisser vers l'arrière pour ouvrir la trappe SD. L'intérêt c'est qu'on ne pourra plus ouvrir par inadvertance de la même façon qu'on pouvait avoir le problème pour la compensation de l'exposition. Et un autre point qui peut paraître anodin mais quand on utilise pas mal d'appareils différents c'est très intéressant, c'est que le port SD numéro 1 est arrivé en haut et non pas en bas comme c'était le cas sur l'Alpha 7 III. Donc quand vous utilisez beaucoup de boîtiers, souvent par habitude vous mettiez une carte dans le port du haut et vous vous retrouviez bloqué puisqu'en fait il fallait la changer et la mettre dans le port du bas. Donc pour ceux qui utilisent différents boîtiers, vous allez être content que ce soit plus logique désormais. Et on retrouve ce dont on vous avait parlé il y a quelques semaines dans la vidéo de présentation, à savoir qu'un des deux ports est un double port où on peut mettre soit une carte SD, soit une carte Safe Express type A, qui va vous offrir des vitesses d'écriture beaucoup plus importantes et ce sera très intéressant pour ceux qui l'utilisent en rafale, ce boîtier, puisque maintenant la mémoire tampon est quasiment infinie, puisqu'on peut prendre des rafales pendant plus de 10 secondes sans jamais avoir besoin d'arrêter la rafale. Et quand vous faites ça, vous avez besoin justement que la rafale s'écrive très vite sur la carte, et donc la CF Express type A permettra ça. Et un dernier changement notable que l'on a grandement apprécié, c'est le viseur qui est amélioré.
on a une définition qui est passée à 3,69 millions de points. Donc c'est quasiment 2 fois ce que l'on avait dans le viseur de l'Alpha 7 III. Et également, ce qui est plus important selon nous, eh bien, c'est le rafraîchissement qui passe à 120 images secondes. L'Alpha 7 III était bloqué à 60 images secondes et même si on s'y habituait assez rapidement lorsqu'on l'utilisait, c'est quand même moins confortable que du rafraîchissement à 120 images secondes. Également, on retrouve un port HDMI avec une vraie taille de port HDMI, pas un micro ou un mini. On vous en avait déjà parlé dans la précédente vidéo, donc on ne va pas s'étaler sur les avantages. Au niveau du design, c'est donc un boîtier très intéressant puisqu'il corrige tous les petits défauts que l'on retrouvait sur l'Alpha 7 III et qui n'étaient pas très dérangeants en soi, mais lorsque l'on utilisait sur le long terme le boîtier, eh bien ça faisait des petits inconforts qui étaient un peu moins agréables à utiliser. Là, on a vraiment un boîtier qui, en prise en main, sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus optimisé. En ce qui concerne la sensibilité, on a remarqué une légère différence entre le 7 IV et le 7 III, due notamment aux 33 mégapixels que l'on retrouve dans le 7 IV par rapport aux 24 du 7 III, puisque maintenant que l'on a plus de pixels dans l'appareil photo, on perd un petit peu en sensibilité, et donc lorsque l'on se règle au même niveau d'ISO, eh bien l'Alpha 7 IV produira un petit peu plus de bruit que l'Alpha 7 III. C'est honnêtement pas très dérangeant parce que si on ne compare pas, on a des résultats qui sont très corrects sur le 7 IV comme sur le 7 III et à 12 800 c'est complètement exploitable sur les deux boîtiers. Mais si vous recherchez l'appareil qui sera le meilleur en sensibilité, eh bien assez logiquement ce sera le 7 III, par contre vous ne profiterez pas de la résolution de l'Alpha 7 IV. Au niveau de la stabilisation également, elle est très performante. Pour vous montrer, on a filmé au 300 mm avec l'Alpha 7 IV à main levée et on est très bien stabilisé, le plan vraiment ne bouge que très peu. Et ça c'est agréable, même si c'est pas très surprenant parce que la stabilisation du 7 III était déjà très bonne, donc on a vraiment juste une continuité à ce niveau-là. Et c'est intéressant de le noter parce que ça veut dire qu'en basse lumière, vous allez pouvoir baisser le temps de pause en gardant des photos nettes, et de cette façon-ci, vous aurez moins besoin de monter en sensibilité. En ce qui concerne le poids des fichiers, pour ceux qui voudraient justement prendre beaucoup de photos en rafale avec ce boîtier, il faut savoir que les photos en RAW pèsent 35 mégas et les photos en JPEG pèsent 8 mégas pour des photos à 33 mégapixels. Donc pour les JPEG, les fichiers sont plutôt légers et faciles à traiter. Par contre, les fichiers RAW vont être assez imposants, donc pour le traitement, avoir un ordinateur un petit peu performant, ça vous évitera d'avoir du temps à attendre sur chaque traitement. Maintenant, c'est tout à fait exploitable, ça reste des fichiers photo, on n'est pas sur du montage vidéo où là il faut vraiment des grosses performances. En photo, en règle générale, le traitement ça se fait assez bien. Et justement, en parlant de vidéo, pour 1 minute de vidéo en 4K Ultra HD à 50 images secondes en 422 10 bits, donc pour vraiment profiter au maximum des possibilités du boîtier et en le mettant à 200 mégabits par seconde au niveau du débit, on se retrouve avec un fichier qui fait 1,5 giga par minute. Donc là, c'est des fichiers très conséquents parce que ça veut dire qu'en moins d'une heure, on a rempli 64 Go avec le boîtier. Donc au niveau des cartes que vous allez mettre dedans, il va être important justement d'avoir des stockages assez importants. Voilà en ce qui concerne notre prise en main du boîtier qui vient compléter la vidéo de présentation que l'on avait fait il y a quelques semaines. Abonnez-vous pour voir des tests des prochains appareils qui sortiront et on vous souhaite une bonne journée.